À 70 ans, j'ai accepté l'invitation surprise de ma belle-fille pour célébrer mon anniversaire à Bordeaux. Après 7 ans de regards glacial et de remarques acerbes, ce soudain geste de tendresse m'a semblé étrange. Mais j'étais loin d'imaginer le piège mortel qui m'attendait. Sur l'autoroute, mon téléphone a vibré. La voix paniquée de mon fils résonnait dans l'habitacle. « Maman, sors de cette voiture maintenant !» Puis, plus rien. Silence total. Dans le rétroviseur, j'ai croisé le regard de ma belle-fille. Un regard qui m'a glacé le sang jusqu'à la moelle. C'est à ce moment précis que j'ai compris. Ce voyage n'était pas un cadeau. C'était une embuscade liée au testament secret de mon défunt mari, à une trahison qui remontait à 40 ans et à un fils caché dont j'ignorais l'existence. Si vous avez aimé cette histoire bouleversante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un commentaire et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos récits. Partagez également d'où vous nous regardez. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à créer ces histoires qui touchent votre cœur. J'avais 70 ans lorsque ma belle-fille m'a fait cette invitation inattendue pour fêter mon anniversaire à Bordeaux. Un voyage, rien que nous deux. Moi, Elisabeth Dubois, veuve depuis 5 ans, vivant dans mon petit appartement à Montmartre, entouré de souvenirs et de silence. Le jour de mon départ, je me tenais devant la fenêtre, observant les gouttes de pluie qui glissaient sur la vitre comme des larmes. Paris pleurait-elle pour moi? Je me suis regardé dans le miroir, en ajustant mon foulard Hermès, un cadeau de mon défunt mari, Marcel. Mes rides racontaient toute une vie. Mes mains tremblaient légèrement en fermant ma valise. C'est ridicule, me suis-je dit. Pourquoi Christine voudrait-elle passer du temps avec moi maintenant? Pendant 7 ans, ma belle-fille m'avait à peine adressé la parole lors des repas familiaux. Ses regards froids, ses remarques acides sur ma façon de cuisiner, ses soupirs exaspérés quand je parlais de Marcel. Et soudain, ce matin-là, elle était apparue avec un bouquet de pivoine et ce sourire que je ne lui connaissais pas. « Maman » avait-elle dit, utilisant ce mot pour la première fois, « j'ai réservé un séjour pour nous deux à Bordeaux, pour célébrer vos 70 ans comme il se doit. » J'ai hésité, bien sûr, mais mon fils, Thomas, m'avait encouragé. « Vas-y, maman, Christine veut se rapprocher de toi, c'est l'occasion. » Quand la sonnette a retenti ce matin-là, mon cœur battait comme celui d'une adolescente. Christine était là, élégante dans son tailleur Chanel, ses cheveux parfaitement coiffés, son parfum envahissant mon petit hall d'entrée. « Vous êtes prête ?» a-t-elle demandé, jetant un regard critique à ma valise usée. Dans sa Peugeot 508 noire, j'ai pris place côté passager. Le cuir froid m'a fait frissonner. La radio diffusait un morceau de Zaz que j'aimais bien, mais Christine l'a éteinte d'un geste sec. « J'ai prévu un itinéraire magnifique, » a-t-elle dit en s'engageant dans la circulation parisienne. « Nous ferons une halte dans un petit château que je connais en Sologne. Le propriétaire est un ami. » J'ai acquiescé, intimidé par son assurance. Le silence est tombé entre nous, épais, presque palpable. J'ai regardé défiler les faubourgs de Paris, puis l'autoroute A10, pendant que Christine conduisait, le regard fixé sur la route, ses ongles parfaitement manucurés tapotant le volant au rythme d'une musique que je n'entendais pas. « Vous savez, » a-t-elle commencé après 1 heure de route, « Thomas et moi avons beaucoup réfléchi à votre situation. Cette grande maison vide, ce n'est plus de votre âge. » J'ai senti mon cœur se serrer. « Ma maison n'est pas si grande, » ai-je répondu doucement. « Et elle est pleine de souvenirs. » « Les souvenirs » a-t-elle murmuré avec un sourire étrange. « Oui, bien sûr. » Le vent froid s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte et j'ai resserré mon châle autour de mes épaules. Le parfum de Christine, une fragrance lourde, entêtante, emplissait l'habitacle. J'ai eu soudain l'impression d'étouffer. « Vous vous souvenez du notaire de Marcel » a-t-elle demandé abruptement. « Maître Leroy ?» Cette question m'a surprise. « Bien sûr. C'est lui qui s'est occupé de tout après le décès. » De tout? Son regard s'est brièvement posé sur moi, acéré comme une lame. Vraiment de tout. J'allais répondre quand mon téléphone portable a vibré dans mon sac. Un cadeau de Thomas pour « rester connecté », comme il disait. J'ai mis un temps à le trouver, à le déverrouiller. « C'est Thomas », ai-je dit.
surprise qu'il appelle sitôt. « Ne répondez pas maintenant », a ordonné Christine. Nous sommes en pleine conversation. Mais quelque chose dans sa voix m'a fait désobéir. J'ai décroché. « Maman !» La voix de mon fils était méconnaissable, haletante, paniquée. « Où es-tu exactement ?»« Sur l'autoroute, mon chéri. Qu'est-ce qui ?»« Maman, sors de cette voiture maintenant. N'attends pas une minute. » Son cri a résonné si fort que Christine l'a entendu. J'ai vu son visage se transformer, son sourire disparaître, remplacé par une expression que je n'avais jamais vue chez elle. Quelque chose de froid, de calculateur. « Thomas ? Thomas ? Que se passe-t-il » Ma voix tremblait, mais la communication avait été coupée, ou bien avait-il raccroché. Dans le rétroviseur, j'ai croisé le regard de Christine. Un regard qui me glaçait jusqu'aux os. Elle a accéléré soudainement et le paysage s'est mis à défiler à une vitesse inquiétante. « Qu'est-ce que Thomas vous a dit exactement ?» a-t-elle demandé d'une voix trop calme. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai serré mon téléphone contre ma poitrine, comme un bouclier. « Il veut que je sorte de la voiture », ai-je murmuré. Elle a ri, un rire sans joie, métallique. « Et où iriez-vous, chère belle maman, en plein milieu de l'autoroute ?» C'est à ce moment précis que tout s'est assemblé dans mon esprit. Ce n'était pas un voyage d'anniversaire, c'était autre chose. Quelque chose de sombre, de prémédité. Je me suis souvenu alors d'une conversation, 3 jours avant la mort de Marcel. Nous étions dans notre chambre. Il était si faible déjà. Il m'avait pris la main et m'avait chuchoté. « Elisabeth, j'ai modifié mon testament. Il y a une enveloppe dans mon bureau, derrière le tableau de Montmartre. Si jamais quelque chose n'allait pas après mon départ. » Je n'avais jamais cherché cette enveloppe. Je n'avais jamais imaginé que quelque chose n'irait pas. « Pourquoi mon fils veut-il que je sorte de cette voiture ?» ai-je demandé, fixant Christine. Elle a ralenti, s'est rangée sur la bande d'arrêt d'urgence. Son visage était redevenu un masque de politesse. « Votre fils s'inquiète trop. Vous savez comment il est. » Elle a posé sa main sur la mienne et j'ai dû réprimer un mouvement de recul. « Reposez-vous un peu. Nous avons encore de la route. » Elle a redémarré et j'ai compris avec une clarté terrifiante que ce voyage n'était pas un cadeau. C'était un piège. Et que tout, absolument tout, était lié à ce que j'avais oublié pendant des années. Le testament de mon mari. La voix de mon fils continuait à résonner dans ma tête comme un avertissement sinistre. « Maman, sors de cette voiture maintenant !» Ces mots me hantaient, tandis que Christine conduisait, imperturbable, comme si cet appel désespéré n'avait jamais eu lieu. Ses mains gantées de cuir fin agrippèrent le volant avec une détermination qui me glaçait le sang. J'ai jeté un regard furtif vers mon téléphone. L'écran restait désespérément noir. Plus aucun appel, plus aucun message. Thomas avait-il essayé de me recontacter ? Je n'en savais rien. Christine avait insisté pour que je range mon portable dans mon sac, prétextant que cela perturbait sa concentration au volant. Je n'avais pas osé protester. Le paysage défilait à travers la vitre, la campagne française s'étalant sous un ciel lourd de nuages gris. Les champs de tournesol fanés de fin d'été semblaient me saluer tristement, comme s'ils partageaient mon inquiétude grandissante. J'ai repensé à ce que mon fils avait dit, à la panique dans sa voix. Pourquoi voulait-il que je quitte cette voiture? Qu'avait-il découvert? « Vous êtes bien silencieuse, belle maman », a remarqué Christine, ses yeux rivés sur la route. « Quelque chose vous tracasse ?» J'ai dégluti péniblement, cherchant mes mots avec précaution. Je me demandais, pourquoi ce voyage maintenant? Après toutes ces années, d'où elle a esquissé ce sourire que je connaissais trop bien, celui qui n'atteignait jamais ses yeux. Le temps guérit toutes les blessures, n'est-ce pas? Et puis, vous êtes la mère de Thomas. Nous sommes une famille. Famille. Ce mot sonnait faux dans sa bouche. Pendant 7 ans, elle avait fait tout son possible pour m'écarter, pour effacer progressivement ma présence dans la vie de mon fils. Les dîners de Noël où je n'étais invité qu'à la dernière minute. Les anniversaires oubliés, les vacances familiales auxquelles je n'étais jamais convié. Soudain, un souvenir est remonté à la surface, aussi vif qu'une brûlure. C'était quelques mois avant la mort de Marcel, une nuit où la douleur l'empêchait de dormir. Il m'avait prise par la main, ses doigts déjà si froids dans les miens. « Elisabeth »,
avait-il murmuré, sa voix à peine audible dans la pénombre de notre chambre. Un jour, ce papier te protégera, mais il pourrait aussi te détruire. À l'époque, j'avais mis ces paroles sur le compte de la morphine qui embrumait son esprit. Mais maintenant, assise dans cette voiture avec cette femme dont je ne connaissais finalement rien, ces mots prenaient un sens terrifiant. « Nous allons faire une petite halte », a annoncé Christine en s'engageant sur une sortie d'autoroute. « J'ai réservé une chambre dans un relais de charme. Vous pourrez vous reposer. » Nous avons quitté l'autoroute pour emprunter une petite route départementale, bordée de platanes centenaires. Le soleil commençait à décliner, projetant des ombres allongées sur le bitume. Christine conduisait maintenant plus lentement, scrutant les panneaux comme si elle cherchait quelque chose, ou quelqu'un. « Vous savez, a-t-elle repris après un long silence, Thomas s'inquiète beaucoup pour vous. Il pense que vivre seul n'est plus adapté à votre situation. » « Ma situation », ai-je répété, sentant la colère monter en moi malgré ma peur. « Je me débrouille parfaitement bien toute seule. J'ai encore toute ma tête, Christine. » Elle a eu un petit rire condescendant. « Bien sûr, belle maman. Personne n'en doute. Mais à votre âge, les accidents arrivent si vite. Une chute, un moment d'inattention. » J'ai serré les poings sur mes genoux. Cette préoccupation soudaine pour ma santé, ce voyage impromptu, l'appel paniqué de Thomas. Tout s'assemblait comme les pièces d'un puzzle sinistre. Le relais était une ancienne demeure bourgeoise, transformée en hôtel de charme, isolé au milieu des vignes. Pas de voisins à des kilomètres à la ronde. Christine s'est garée devant l'entrée et a coupé le moteur. « Nous y sommes », a-t-elle annoncé avec une satisfaction évidente. « Vous allez adorer cet endroit. » Dans le hall décoré d'antiquités, un homme en costume sombre nous attendait. Grand, mince, les cheveux poivre et sel, soigneusement coiffés en arrière. Il s'est avancé vers nous avec un sourire professionnel. « Maître Blanchard », l'a salué Christine. « Je vous présente Madame Dubois, un notaire. » Elle avait prévu de me faire rencontrer un notaire. La pièce s'est mise à tourner autour de moi. « Enchanté, madame », a-t-il dit en me serrant la main. « Christine m'a beaucoup parlé de vous. » J'ai regardé ma belle-fille. Puis cet homme, comprenant enfin l'ampleur de ce qui se tramait. Ce n'était pas une coïncidence, ni une rencontre fortuite. Tout avait été planifié. Pendant que Christine s'occupait des formalités d'enregistrement, j'ai prétexté un besoin pressant pour m'éclipser. Dans les toilettes luxueuses du relais, j'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes. Toujours aucun message de Thomas. J'ai composé son numéro, le cœur battant. « Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. » Comment était-ce possible? J'ai réessayé une fois, deux fois, toujours cette même réponse mécanique. Je me suis appuyé contre le marbre froid du lavabo, fixant mon reflet dans le miroir. Un visage pâle, des yeux écarquillés par la peur. J'ai compris alors que le voyage, l'invitation soudaine, l'insistance de Christine, tout faisait sens maintenant. Il y avait quelque chose dans le testament de Marcel qu'elle connaissait, et moi non. Quelque chose qui pouvait tout changer. Le testament, le fameux papier dont Marcel avait parlé cette nuit-là. Un jour, ce papier te protégera, mais il pourrait aussi te détruire. J'ai quitté les toilettes du relais, le cœur battant à tout rompre, mais pas incertain résonnant sur le marbre du hall d'entrée. La lumière tamisée des appliques murales projetait des ombres inquiétantes sur les murs lambrissés, et le temps semblait s'être figé dans cette demeure bourgeoise, transformée en piège élégant. Christine et le notaire, maître Blanchard, étaient installés dans un salon privé, leurs têtes rapprochées dans une conversation qui s'interrompit brusquement à mon arrivée. « Ah, vous voilà, belle maman !» s'exclama Christine avec ce sourire artificiel qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Maître Blanchard nous a réservé ce petit salon pour discuter tranquillement. Des verres de cognac étaient déjà servis sur une table basse en acajou. L'alcool ambré luisait sous la lumière douce des lampes comme un avertissement liquide. « Discuter de quoi exactement ?» ai-je demandé, restant debout alors qu'il m'invitait à m'asseoir. Le notaire a échangé un regard avec ma belle-fille avant de répondre. « De votre avenir, Madame Dubois, de votre confort et de votre sécurité. » Sa voix était mielleuse,
professionnel, avec cette condescendance à peine voilée que je connaissais bien. Ce ton que prennent les gens quand ils s'adressent aux personnes âgées, comme si l'âge nous rendait automatiquement diminués, incapables de comprendre les subtilités du monde. « Mon avenir me regarde », ai-je répliqué avec une fermeté qui les a surpris tous les deux. « Et je ne signerai rien aujourd'hui. » Christine s'est redressée, son visage se durcissant momentanément avant de se recomposer en un masque de sollicitude. « Personne ne vous demande de signer quoi que ce soit maintenant, belle maman. Nous voulons simplement parler. » Dehors, à travers les fenêtres à meneaux, je pouvais voir le jour décliner rapidement. La nuit tombait sur la campagne française, et avec elle, mon sentiment d'isolement grandissait. Pas de voisins, pas de témoins. Juste moi, Christine et cet homme en costume 3 pièces qui me regardait comme un médecin évaluant un cas difficile. « Je voudrais retourner à Paris », ai-je annoncé soudainement. « Dès demain matin. » Christine a posé son verre avec un peu trop de force. « C'est ridicule. Nous venons d'arriver et notre chambre est réservée pour 3 nuits. » Notre chambre, pas nos chambres. Un frisson m'a parcouru. Elle avait prévu que nous partagions la même chambre, pour mieux me surveiller sans doute. « Je ne me sens pas bien », ai-je insisté, portant ma main à mon front dans un geste théâtral. Ce voyage m'a fatigué plus que je ne le pensais. « Raison de plus pour vous reposer ici », a répondu Christine, implacable. « L'air de la campagne vous fera du bien. » J'ai regardé par la fenêtre la Peugeot noire garée devant l'entrée. Les clés devaient être dans le sac de Christine, posé négligemment sur le canapé. Si je parvenais à m'en emparer, « Excusez-moi », ai-je murmuré. « Je dois vraiment prendre l'air. » Avant qu'il ne puisse protester, j'étais déjà dans le couloir, puis dehors, sur le gravier de l'allée. L'air frais du soir m'a frappé comme une gifle bienvenue, dissipant momentanément la brume de peur qui embrumait mon esprit. Les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel, indifférentes à mon drame personnel. Face à moi, la route s'étirait, sombre ruban disparaissant entre les rangées de vignes endormies. Si je partais maintenant à pied, où irais-je? Le village le plus proche devait être à des kilomètres, et avec mes jambes vieillissantes, mes genoux douloureux, combien de temps tiendrais-je? Mon téléphone était inutile, Thomas injoignable. Étais-je vraiment en danger ou mon imagination s'emballait-elle, nourrie par des années de romans policiers et de méfiance envers cette belle fille qui n'avait jamais fait l'effort de m'aimer? J'ai entendu la porte du relais s'ouvrir derrière moi. Des pas sur le gravier. « Elisabeth ?» Voix de Christine faussement inquiète. « L'air est frais, vous allez prendre froid. » Elle s'est approchée, a posé sur mes épaules un châle que je ne reconnaissais pas. « Venez, rentrons, le dîner sera bientôt servi. » J'ai regardé une dernière fois la route qui s'éloignait dans l'obscurité. Une échappatoire illusoire. Un choix impossible. Fuir maintenant et risquer de ne jamais revoir mon fils, ou rester dans cette voiture, dans ce jeu, et découvrir quel était le véritable enjeu. « Vous pensez que je ne sais pas ce que vous faites ?» ai-je demandé doucement, sans me retourner. Je l'ai senti se figer derrière moi. « Je ne comprends pas, belle maman. »« Le testament de Marcel », ai-je continué, fixant toujours la nuit. « C'est pour ça que nous sommes ici, n'est-ce pas ?» Un silence. Puis un petit rire qui m'a glacé le sang. « Vous êtes plus perspicace que Thomas ne le croit, a-t-elle admis finalement. Mais vous ne savez pas tout, pas encore. » Elle a saisi mon bras avec une douceur ferme qui ne laissait aucune place à la résistance. « Rentrons, nous avons beaucoup à discuter. » J'ai choisi de la suivre, non par faiblesse mais par stratégie. Je devais comprendre ce qu'elle savait, ce qu'elle voulait, et pourquoi mon fils avait tenté si désespérément de me prévenir. Dans la salle à manger du relais, éclairée par des chandelles et un feu de cheminée, Maître Blanchard nous attendait, plusieurs dossiers ouverts devant lui. Christine m'a guidé vers une chaise, s'assurant que je sois assise face au notaire, dos à la porte. Une position de faiblesse, réalisai-je trop tard. « Madame Dubois », a commencé le notaire en ajustant ses lunettes, « votre mari, Marcel, m'a consulté 2 semaines avant son décès. Il était préoccupé. Je l'ai dévisagé, surprise. Vous étiez le notaire de mon mari? Je croyais que c'était Maître Leroy. » Un sourire condescendant a étiré ses lèvres minces. «
Maître Leroy s'occupait des affaires officielles. Je gérais les arrangements plus délicats. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Marcel avait-il eu des secrets si importants qu'il ait fallu un second notaire? Qu'avait-il caché pendant toutes ces années de mariage? Votre mari a modifié son testament, a poursuivi Maître Blanchard, sortant un document d'une enveloppe crème. Et il a laissé des instructions très précises concernant certains biens. Le dîner a été servi, un velouté de champignons dont l'arôme aurait dû être délicieux, mais qui me semblait soudain aussi menaçant qu'un poison. Je n'y ai pas touché. Malgré les encouragements insistants de Christine, mon esprit fonctionnait à toute vitesse, rassemblant les indices, les souvenirs, les mots murmurés par Marcel dans ses derniers jours. Il y avait quelque chose d'important dans ce testament, quelque chose qui expliquait l'appel désespéré de Thomas, la présence de ce notaire inconnu et ce voyage macabre, orchestré par ma belle-fille. J'ai pris ma décision en regardant les flammes danser dans la cheminée. Je resterai. J'écouterai, je découvrirai la vérité. Et ensuite, seulement ensuite, je déciderai comment me protéger de ce que Marcel avait prédit. Ce papier qui pouvait me sauver ou me détruire. Le dîner s'est éternisé dans une atmosphère lourde de non-dits. Maître Blanchard avait rangé ses documents après mon refus catégorique de discuter du testament sans la présence de mon propre conseiller juridique. Ma petite victoire avait visiblement contrarié Christine, dont le visage trahissait une irritation grandissante malgré ses sourires de façade. « Belle maman, vous êtes si méfiante !» avait-elle soupiré en reposant sa coupe de vin rouge. La lueur des chandelles dansait sur son visage, accentuant les angles durs de sa mâchoire. « Nous voulons simplement votre bien. » Une fois le repas terminé, nous sommes montés dans une chambre au premier étage. Spacieuse, élégante, avec une seule chose qui me glaça le sang, un grand lit double. Mes craintes se confirmaient. Christine avait bien prévu que nous partagions la même chambre. « Je dormirai dans le fauteuil », ai-je déclaré fermement. Elle a haussé les épaules avec une indifférence étudiée. « Comme vous voulez. À votre âge pourtant, un bon matelas serait préférable pour vos articulations. » Pendant qu'elle s'enfermait dans la salle de bain attenante, j'ai saisi l'occasion pour fouiller discrètement dans ses affaires. Sur la commode en bois sombre, son sac à main en cuir italien me narguait. Je l'ai ouvert avec des doigts tremblants, écoutant le bruit de la douche pour masquer mes mouvements. À l'intérieur, parmi les objets habituels, un portefeuille, des clés, un rouge à lèvres, j'ai aperçu une pochette en cuir marron. Je l'ai saisie et l'ai entr'ouverte, juste assez pour distinguer ce qui semblait être une copie du testament de Marcel. Au moment où j'allais la prendre, l'eau de la douche s'est arrêtée brusquement. Dans ma précipitation à refermer le sac, je n'ai pas remarqué que Christine se tenait déjà dans l'encadrement de la porte, une serviette enroulée autour d'elle, ses cheveux mouillés collant à ses tempes. Son regard glacial m'a transpercé. « Curieuse, n'est-ce pas, mamie ?» a-t-elle lancé, utilisant pour la première fois ce diminutif que je détestais, le rendant presque insultant par son ton. J'ai reculé, mes vieilles jambes heurtant le bord du lit. Je cherchais un mouchoir. Ai-je menti pitoyablement? Elle s'est approchée, dégoulinante d'eau et de mépris. Son parfum, ce parfum entêtant qui me donnait la nausée, semblait s'intensifier avec l'humidité. Ne me prenez pas pour une idiote. Sa voix était maintenant tranchante comme un rasoir. Vous vouliez voir le testament, n'est-ce pas? Vous vous demandez ce que Marcel a pu cacher pendant toutes ces années. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine qu'elle pouvait l'entendre. De quoi parlez-vous? Christine a éclaté d'un rire sans joie, qui a résonné contre les murs de la chambre comme un mauvais présage. Oh, pauvre Élisabeth, vous pensiez tout savoir de votre mari? De votre mariage parfait? À cet instant précis, alors que je me tenais face à ma belle-fille, vulnérable et effrayée, deux souvenirs que j'avais profondément enfouis sont remontés à la surface de ma conscience. Deux secrets que je n'avais jamais partagés avec personne, pas même avec Thomas. Le premier datait de l'été 1985. Marcel était rentré d'un voyage d'affaires à Lyon avec un comportement étrange. Il évitait mon regard, sursautait au moindre bruit de téléphone. Un soir, je l'avais surpris au téléphone, parlant à voix basse,
Elle ne doit jamais savoir. Oui, je m'en occuperai. L'argent sera là chaque mois. Quand je l'avais confronté, il avait prétendu parler à un client difficile. Mais le doute s'était installé, tenace, corrosif. Le second secret était plus récent. 3 mois avant sa mort, j'avais trouvé dans son bureau une lettre d'une certaine Sylvie. Elle parlait d'un garçon qui avait ses yeux et qui demandait de plus en plus de questions sur son père. Marcel avait juré qu'il s'agissait du fils d'un ami, qu'il aidait financièrement par pure générosité. J'avais choisi de le croire, ou plutôt de prétendre le croire. Ces 2 secrets me revenaient maintenant comme des fantômes accusateurs. Marcel avait-il eu un fils illégitime? Avait-il contracté une dette que je ne connaissais pas, une dette qu'il avait juré de payer mais n'avait jamais honorée? Vous semblez perdu dans vos pensées, belle maman, a susurré Christine, s'approchant encore. Des souvenirs déplaisants, peut-être? J'ai relevé la tête, retrouvant une dignité que je ne me savais plus posséder. Mon mari n'était pas parfait, Christine, aucun homme ne l'est, mais notre amour était réel. Elle a souri, ce sourire cruel qui ne touchait jamais ses yeux. L'amour, quelle notion romantique. Marcel était plus pragmatique que cela, croyez-moi. Elle s'est dirigée vers son sac, en a sorti la pochette en cuir et l'a agitée devant moi. Tout est là, vous savez, toute la vérité, celle que vous avez refusé de voir pendant 40 ans de mariage. Que contient ce testament? Ai-je demandé, la voix tremblante malgré mes efforts pour paraître forte. Christine a caressé la pochette du bout des doigts, comme un trésor précieux. Oh, des choses fascinantes, des arrangements financiers, des reconnaissances de dettes, et une clause particulièrement intéressante concernant la maison de Neuilly. La maison de Neuilly, notre maison familiale, celle où Thomas avait grandi, celle que Marcel m'avait léguée et que Christine convoitait depuis des années. Cette maison m'appartient, ai-je affirmé. Maître Leroy me l'a confirmé après la lecture du testament. Maître Leroy, a répété Christine avec dédain. Marcel avait 2 notaires, belle maman, 2 testaments, l'officiel et celui-ci. Elle a agité à nouveau la pochette, puis l'a rangée soigneusement dans son sac. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons tout le temps d'en discuter pendant ce petit séjour. Après tout, nous sommes en vacances, n'est-ce pas? Elle s'est détournée pour s'habiller, me laissant avec mes questions et mes peurs. J'ai discrètement vérifié mon téléphone, toujours sans nouvelles de Thomas. Où était mon fils? Pourquoi m'avait-il mis en garde contre sa propre femme avant de disparaître? Cette nuit-là, blottie dans le fauteuil inconfortable près de la fenêtre, j'ai observé Christine dormir. Son visage, détendu dans le sommeil, semblait presque innocent. Comment cette femme que mon fils avait choisie, que j'avais acceptée dans notre famille, pouvait-elle abriter tant de noirceur? Je me suis souvenu des derniers jours de Marcel, de sa fièvre, de ses délires. Il répétait sans cesse « Pardonne-moi, Élisabeth, j'aurais dû te dire la vérité. J'avais mis ces paroles sur le compte de la morphine. Maintenant, je me demandais quelle vérité il avait emportée dans sa tombe. Dehors, la lune éclairait les vignes d'une lueur blafarde. J'étais prisonnière de cette chambre, de ce relais isolé et des secrets de mon défunt mari. Ma décision d'accompagner Christine avait un prix, et je commençais seulement à en mesurer l'ampleur. L'aube m'a trouvé les yeux grands ouverts, le corps endolori par une nuit passée dans ce fauteuil inconfortable. Je n'avais pas dormi, ou si peu. Mes pensées tourbillonnaient comme des feuilles mortes dans un vent d'automne, soulevant des questions, des doutes, des peurs que je croyais enterrées depuis longtemps. Christine dormait encore, son visage tourné vers le mur, sa respiration régulière contrastant avec mon agitation intérieure. Par la fenêtre, je pouvais voir la brume matinale qui enveloppait les vignes, donnant au paysage un aspect fantomatique. Comme ma vie, pensais-je. Voilé par des secrets et des mensonges que je n'avais jamais voulu voir, je me suis levé avec précaution, mes articulations protestantes à chaque mouvement. L'horloge sur la commode indiquait 6h30. Trop tôt pour que quiconque soit déjà levé dans ce relais endormi. C'était ma chance. Avec des gestes mesurés pour ne pas réveiller Christine, j'ai pris mon sac à main et me suis glissé hors de la chambre. Le couloir était désert, éclairé seulement par la lueur grisâtre qui filtrait à travers les fenêtres. Mes pas sur le parquet ciré résonnaient comme des battements de cœur affolés.
J'avais un plan simple. Trouver un téléphone, appeler un taxi, retourner à Paris. Loin de Christine, loin de Maître Blanchard, loin de ce piège élégant qui se refermait sur moi. Au rez-de-chaussée, le relais semblait figé dans le temps. La réception était vide. Le comptoir en bois poli luisant faiblement sous la lumière tamisée. Un téléphone fixe trônait sur une console, comme une promesse de liberté. Mes doigts tremblants ont composé le numéro des renseignements. Une voix ensommeillée m'a répondu, m'a donné le numéro d'une compagnie de taxi locale. J'ai rappelé immédiatement. « Taxi Beauregard, bonjour » a répondu une voix masculine au fort accent du sud-ouest. « Bonjour, je suis au relais des vignes, près de... » J'ai hésité, réalisant soudain que je ne savais même pas où nous étions exactement. « Près de Bordeaux » ai-je complété, incertaine. Un petit rire à l'autre bout du fil. « Madame, le relais des vignes est à plus de 50 kilomètres de Bordeaux. Vous êtes près de Saint-Émilion. Saint-Émilion, connu pour ses vins prestigieux et ses paysages de cartes postales. Mais pour moi, en cet instant, c'était une prison dorée. Peu importe, ai-je insisté, la voix tremblante. J'ai besoin d'un taxi le plus rapidement possible. Ce sera compliqué, madame. Je n'ai qu'un véhicule disponible et il est déjà réservé pour 8 heures. Je pourrais être chez vous vers 10 heures, pas avant. 10 heures, bien trop tard. Christine serait réveillée depuis longtemps. « S'il vous plaît » ai-je supplié, abandonnant toute dignité. « C'est urgent, je dois partir d'ici. » Un silence au bout de la ligne, puis un soupir. « Je verrai ce que je peux faire, madame. Laissez-moi votre nom. »« Dubois, Elisabeth Dubois. »« Très bien, madame Dubois. Je vous rappelle dès que possible. » J'ai raccroché, le cœur battant. Une petite victoire, peut-être. Mais combien de temps avant que Christine ne se réveille, avant qu'elle ne découvre ma tentative d'évasion? Je me suis dirigé vers le salon où nous avions discuté la veille avec Maître Blanchard. Peut-être y trouverais-je quelque chose, un indice, n'importe quoi qui pourrait m'éclairer sur ce qui se tramait. La pièce était plongée dans la pénombre, les rideaux épais filtrant la lumière matinale. J'ai tâtonné pour trouver l'interrupteur, mais avant que mes doigts ne l'atteignent, j'ai entendu des voix. Faible, étouffée, mais bien réelle. Elle provenait de la pièce adjacente, dont la porte était entrebâillée. Je me suis approché sur la pointe des pieds, le cœur battant si fort que je craignais qu'il ne me trahisse. Par l'ouverture, j'ai aperçu 2 silhouettes, Maître Blanchard et un homme que je n'avais jamais vu. Grand, massif, avec une barbe poivre et sel taillée avec précision. Ils parlaient à voix basse, mais dans le silence du petit matin, leurs mots me parvenaient clairement. « Elle est plus coriace que prévu », disait Blanchard en sirotant ce qui semblait être un café noir. « Elle refuse de signer quoi que ce soit. » L'homme barbu a haussé les épaules. « Christine s'en occupera. Elle a toujours su manipuler les gens. Le temps presse, a insisté Blanchard. Si la vieille découvre la vérité sur le garçon, tout s'effondre. » Le garçon. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Parlait-il du fils illégitime de Marcel? Ce secret que j'avais enfoui si profondément refaisait surface comme un noyer remontant à la surface d'un lac. « Elle ne découvrira rien », a répondu l'homme barbu avec une confiance glaçante. « Et si elle signe les papiers d'incapacité, tout sera réglé. La maison, les comptes, tout reviendra à Thomas et Christine. Incapacité. Le mot a résonné dans mon esprit comme un glas. Voilà donc leur plan. Me faire déclarer incapable de gérer mes affaires, prendre le contrôle de tout ce que Marcel m'avait laissé. Une rage froide a remplacé ma peur. « Et le fils ?» a demandé Blanchard. « Il ne posera pas de problème, pas tant qu'on tient sa mère. » J'ai reculé sous le choc de ces révélations. Mon pied a heurté une petite table, faisant tomber un vase qui s'est brisé en 1000 morceaux sur le sol. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis, j'ai entendu des pas précipités. « Qui est là ?» a tonné la voix de l'homme barbu. Sans réfléchir, j'ai couru vers la sortie aussi vite que mes vieilles jambes me le permettaient. L'air frais du matin m'a frappé comme une gifle lorsque j'ai franchi la porte du relais. Où aller? Que faire? Au loin, j'ai aperçu une voiture qui s'engageait dans l'allée de gravier. Mon taxi, il était bien trop tôt. La voiture s'est arrêtée devant moi et la vitre s'est baissée. Un visage familier est apparu, celui de Maître Blanchard.
Madame Dubois, a-t-il dit avec une fausse sollicitude, que faites-vous dehors si tôt? Christine vous cherche partout. Derrière lui, j'ai vu l'homme barbu sortir du relais, son regard me transperçant comme une lame. J'étais prise au piège, encore une fois. Je prenais l'air, ai-je répondu, tentant de maîtriser le tremblement de ma voix. Permettez-moi de vous raccompagner à l'intérieur, a insisté Blanchard en sortant de la voiture. Il fait frais ce matin, et à votre âge? À mon âge. Toujours cette condescendance, ce rappel constant de ma vulnérabilité supposée, une vulnérabilité qu'il comptait exploiter pour me dépouiller de tout. J'ai aperçu Christine sur le perron du relais, vêtue d'une robe de chambre en soie, ses cheveux parfaitement coiffés malgré l'heure matinale. Avait-elle dormi ou avait-elle feint le sommeil toute la nuit, guettant le moment où je tenterais de m'échapper? « Belle maman » a-t-elle appelé, son sourire ne masquant plus la dureté de son regard. « Vous nous avez fait peur. Le petit déjeuner est servi. » J'ai regardé la route qui s'étirait au loin, ma dernière chance de liberté s'évanouissant comme la brume sous le soleil levant. Je n'avais pas le choix, pas encore. Je devais jouer leur jeu, gagner du temps, découvrir ce qu'ils savaient sur le fils de Marcel, sur ce testament secret. En franchissant à nouveau le seuil du relais, escorté par Blanchard et sous le regard vigilant de Christine, j'ai compris que je venais d'entrer dans une partie d'échecs mortels et que chaque mouvement pourrait être le dernier. Le petit déjeuner s'est déroulé dans un silence oppressant. La salle à manger du relais, avec ses poutres apparentes et ses murs en pierre, semblait se refermer sur moi comme les murs d'un cachot médiéval. Christine sirotait son café, ses yeux ne me quittant jamais, tandis que maître Blanchard feuilletait nonchalamment le journal du jour. L'homme barbu avait disparu, mais je sentais sa présence comme une ombre menaçante planant sur nous. « Vous devriez manger, belle maman » a insisté Christine, en poussant vers moi une corbeille de viennoiseries dorées. « Vous avez besoin de force. » Des forces pourquoi? Pour signer les documents qui me dépouilleraient de tout? Pour affronter ce qu'ils avaient prévu pour moi? J'ai pris un croissant, plus pour gagner du temps que par appétit. La pâte feuilletée, normalement délicieuse, me semblait aussi sèche que de la cendre dans ma bouche. « Belle journée en perspective » a commenté Blanchard sans lever les yeux de son journal. « Parfaite pour une promenade dans les vignes, n'est-ce pas, Madame Dubois ?» Une promenade dans les vignes. Isolée, loin de tout témoin. Je n'étais pas dupe. « Je préférerais retourner à Paris » ai-je répondu fermement. Cette surprise a assez duré, Christine. Ma belle-fille a posé sa tasse avec une lenteur délibérée. Une goutte de café est restée suspendue au bord, comme une larme refusant de tomber. Impossible, belle maman. La voiture est indisponible aujourd'hui. Un problème mécanique, semble-t-il. Mensonge. Encore un mensonge. Combien en avait-elle tissé autour de moi, comme une araignée patiente préparant sa toile. Après le petit déjeuner, Christine m'a conduite dans notre chambre, prétextant que j'avais oublié de prendre mes médicaments. Je n'avais pas de médicaments à prendre, mais j'ai joué le jeu, curieuse de voir où elle voulait en venir. La porte à peine fermée, elle s'est dirigée vers sa valise et en a sorti la fameuse pochette en cuir. « Il est temps que nous parlions sérieusement, Elisabeth », a-t-elle déclaré, abandonnant soudain tous les belles mamans mielleux. « Vous n'êtes pas stupide, et je ne le suis pas non plus. Vous savez pourquoi nous sommes ici. » Elle a ouvert la pochette et en a sorti plusieurs documents qu'elle a étalés sur le lit. Depuis ma position, près de la fenêtre, je pouvais voir l'entête testament sur l'un d'eux. « Marcel vous a menti pendant 40 ans, a-t-elle poursuivi, sa voix plus douce maintenant, presque compatissante. Sur son passé, sur ses finances, sur tant de choses. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne cède sous la pression. Tous les maris ont leurs secrets, ai-je répondu, tentant de paraître indifférente. Christine a eu un petit rire sans joie. Des secrets, oui, mais pas une seconde famille. Le mot est tombé comme une pierre dans une mare, provoquant des ondes de choc dans tout mon être. Une seconde famille. Pas seulement un fils illégitime, mais une famille entière. La lettre de Sylvie, les appels téléphoniques furtifs, les voyages d'affaires qui s'éternisaient, tout prenait un sens nouveau, terrible. « Vous mentez » ai-je murmuré, mais sans conviction. Christine a sorti une photographie de la pochette et me l'a tendue.
Le papier était jauni par les années, mais l'image restait nette. Marcel, plus jeune de 20 ans, tenant dans ses bras un petit garçon aux mêmes yeux que lui, aux mêmes fossettes que Thomas. À côté d'eux, une femme blonde souriait à l'objectif. Au dos de la photo, une date, 1987. Mes jambes ont cédé sous moi et je me suis effondré sur le fauteuil que j'avais occupé toute la nuit. Marcel, mon Marcel, l'homme que j'avais aimé depuis l'âge de 18 ans, avec qui j'avais construit toute ma vie, à qui j'avais tout donné. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» ai-je demandé, la voix brisée par l'émotion. « Quel plaisir prenez-vous à détruire mes souvenirs ?» Christine s'est assise sur le bord du lit face à moi. Pour la première fois depuis que je la connaissais, son expression semblait presque sincère. Parce que ce garçon, Antoine, est devenu un homme et qu'il réclame sa part d'héritage. L'héritage, bien sûr. Tout revenait toujours à l'argent, aux biens, à ce que Marcel avait laissé derrière lui. Marcel a reconnu Antoine, a continué Christine, sa voix maintenant aussi clinique que celle d'un médecin annonçant un diagnostic fatal. Pas officiellement, mais dans ce testament secret, il lui a légué la maison de Neuilly, votre maison, Elisabeth, ma maison, la demeure où j'avais élevé Thomas, où j'avais attendu Marcel pendant ses prétendus voyages d'affaires, où j'avais pleuré sa mort, la maison qui constituait l'essentiel de mon patrimoine, ma sécurité pour mes vieux jours. C'est impossible, ai-je protesté. Le testament officiel me donne la maison. Maître Leroy l'a confirmé. Christine a secoué la tête, un sourire triste aux lèvres. Le testament officiel, oui, mais celui-ci a été rédigé 6 jours avant la mort de Marcel. Il révoque toutes les dispositions précédentes. Elle m'a tendu le document. Mes mains tremblaient tellement que les mots dansaient devant mes yeux, mais j'ai reconnu la signature de Marcel en bas de la page. Cette signature que j'avais vue des milliers de fois sur des chèques, des cartes d'anniversaire, notre contrat de mariage. « Que voulez-vous de moi ?» ai-je demandé, sachant pertinemment quelle serait la réponse. Christine a sorti un autre document de la pochette. « Ce testament peut rester secret. Antoine peut être dissuadé de faire valoir ses droits, mais pour ça, nous avons besoin que vous signiez ceci. » J'ai parcouru le document, les larmes brouillant ma vision. C'était une procuration générale, me dépossédant du contrôle de tous mes biens au profit de Thomas et Christine. Une façon élégante de me mettre sous tutelle sans passer par un juge. Et si je refuse? Christine a rangé lentement les documents dans la pochette, son masque de compassion se fissurant pour révéler la dureté en dessous. Alors Antoine recevra sa copie du testament. La maison sera vendue. Et vous, Elisabeth, à 70 ans, vous vous retrouverez sans toit, avec pour seul héritage la trahison de l'homme que vous avez aimé. La cruauté calculée de ces paroles m'a coupé le souffle. Comment mon fils pouvait-il être marié à une telle femme? Comment pouvait-il cautionner ce chantage odieux? Thomas est au courant? Ai-je demandé, le cœur serré par la crainte de la réponse. Le sourire de Christine s'est élargi, révélant des dents parfaites, blanches comme celles d'un prédateur. Thomas fait ce que je lui dis de faire. Il a toujours été malléable. Son téléphone a sonné, interrompant notre conversation. Elle a répondu brièvement, puis s'est tournée vers moi. On nous attend en bas. Maître Blanchard a préparé tous les documents nécessaires. Elle a posé sa main sur mon épaule, une parodie de réconfort. Pensez-y, Elisabeth. La paix ou la guerre, le choix vous appartient. Elle est sortie, me laissant seule avec mes pensées tourmentées et la pochette en cuir ouverte sur le lit, révélant les secrets et les mensonges de toute une vie. Resté seul dans la chambre, j'ai fixé les documents sur le lit comme s'ils étaient des serpents venimeux prêts à mordre. La photo de Marcel avec son autre famille me narguait, témoignage silencieux d'une vie parallèle dont j'avais toujours soupçonné l'existence sans jamais vouloir la confirmer. J'ai pris la photo entre mes doigts, tremblant, scrutant chaque détail de ce visage que j'avais tant aimé. Comment avait-il pu me mentir pendant toutes ces années? Des souvenirs ont déferlé en moi comme une vague dévastatrice. Notre mariage à la mairie du 16e arrondissement, un jour de printemps où les marronniers étaient en fleurs. La naissance de Thomas, les petites mains potelées agrippant mon doigt avec une force surprenante. Les vacances à Belle-Île-en-Mer,
le vent marin ébouriffant nos cheveux tandis que nous construisions des châteaux de sable. Les premiers pas hésitants de notre fils, Marcel le filmant avec cette caméra Super 8 qu'il avait achetée spécialement pour l'occasion. Tous ces moments de bonheur, de complicité, étaient-ils sincères? Ou n'étaient-ils que des interludes entre ces visites à cette autre femme, cet autre fils? Une larme a coulé sur ma joue ridée, puis une autre, et bientôt je pleurais sans retenue, comme je ne l'avais pas fait depuis la mort de Marcel. Je pleurais non seulement pour la trahison, mais pour ma propre naïveté, pour ces décennies passées à fermer les yeux sur les signes qui avaient toujours été là. Les appels téléphoniques qu'il prenait dans son bureau, porte fermée. Les voyages d'affaires qui tombaient invariablement pendant les vacances scolaires. Les cadeaux qu'il rapportait comme pour apaiser une culpabilité silencieuse. Et cette façon qu'il avait parfois de me regarder avec une tristesse inexplicable, comme s'il voulait me dire quelque chose, mais n'en trouvait jamais le courage. J'ai essuyé mes larmes d'un geste rageur. Assez de faiblesse, assez de victimisation. À 70 ans, après avoir survécu à la guerre, à la maladie de Marcel, à la solitude, je ne me laisserai pas abattre par cette révélation, aussi douloureuse soit-elle. Je me suis levé et me suis approché de la fenêtre. En contrebas, dans le jardin du relais, Christine s'entretenait avec Maître Blanchard et l'homme barbu que j'avais surpris ce matin. Ils formaient un trio inquiétant, complotant à voix basse, jetant de temps à autre des regards vers la fenêtre de ma chambre. La colère a commencé à remplacer le chagrin dans mon cœur, une colère froide, lucide, qui éclaircissait mes pensées comme jamais. Marcel m'avait peut-être trahi, mais il ne m'avait pas laissé sans défense. Il y avait cette enveloppe dont il m'avait parlé juste avant sa mort, cachée derrière le tableau de Montmartre dans son bureau. Une enveloppe que je n'avais jamais cherchée, par respect pour sa mémoire, par peur aussi de ce qu'elle pourrait contenir. Et il y avait eu cet appel de Thomas, mon fils, me suppliant de sortir de la voiture. Thomas qui, selon Christine, était malléable, mais qui avait tenté de me prévenir. Pourquoi était-il injoignable maintenant? Qu'avait fait Christine pour le réduire au silence? J'ai repris la photo et l'ai examinée plus attentivement. Le petit garçon, Antoine, devait avoir 5 ou 6 ans à l'époque. Il aurait aujourd'hui, dans les 40 ans, l'âge de Thomas. Avait-il déjà été en contact? Mon fils savait-il qu'il avait un demi-frère? Mon regard s'est posé sur le testament ouvert sur le lit. Je l'ai parcouru, essayant de comprendre les implications juridiques des termes employés. Je n'étais pas avocate, mais j'avais géré la comptabilité de notre petite entreprise familiale pendant des années. Les mots « sous réserve que » ont attiré mon attention dans une clause concernant la maison de Neuilly. La propriété sise aux 24 rue des Acacias à Neuilly-sur-Seine reviendra à mon fils Antoine Mercier, sous réserve que la condition énoncée dans l'annexe A soit remplie. L'annexe A. Je l'ai cherchée frénétiquement parmi les documents éparpillés, mais elle ne s'y trouvait pas. Christine l'avait-elle délibérément omise? Que contenait cette mystérieuse condition? Un coup discret à la porte m'a fait sursauter. J'ai rassemblé précipitamment les documents et les ai remis dans la pochette. « Entrez !» ai-je dit, m'efforçant de garder une voix ferme. C'était une jeune femme de chambre, les joues rouges et les yeux baissés. « Madame, on vous attend dans le petit salon », a-t-elle annoncé timidement. « Merci, j'arrive dans un instant. » Dès qu'elle a refermé la porte, j'ai pris une décision. Au lieu de remettre la pochette à sa place dans le sac de Christine, je l'ai glissée sous le matelas du côté où j'étais censé dormir. Puis j'ai saisi mon téléphone portable et sur une impulsion, j'ai composé le numéro de notre vieux voisin à Paris, Monsieur Lefebvre. Un ancien commissaire de police à la retraite qui m'avait toujours témoigné une affection paternelle. À ma grande surprise, il a décroché à la 2e sonnerie. « Allô, Monsieur Lefebvre, c'est Elisabeth Dubois. »« Elisabeth, quelle joie de vous entendre. Comment allez-vous » Sa voix chaleureuse, familière, m'a presque fait fondre en larmes à nouveau. Je ne vais pas bien en vérité. Je suis dans une situation délicate. J'ai tenté de lui expliquer en quelques mots où je me trouvais et ce qui se passait, consciente que le temps pressait. « Vous avez vu mon fils récemment » lui ai-je demandé finalement. Un silence troublant à l'autre bout du fil.
Thomas? Non, pas depuis plusieurs jours. Mais j'ai aperçu sa femme hier matin, quittant votre appartement avec un homme que je ne connaissais pas. Elle transportait des cartons. Et des cartons? Que prenait-elle dans mon appartement? Monsieur Lefebvre, pourriez-vous... La porte s'est ouverte brusquement, et Christine est apparue sur le seuil, son visage déformé par la colère. « Qui appelez-vous » a-t-elle exigé de savoir, s'avançant vers moi d'un pas rapide. « Une amie » ai-je menti, raccrochant précipitamment, pour prendre des nouvelles de mon chat. Elle a arraché le téléphone de mes mains et a vérifié le dernier numéro composé. Son expression s'est assombrie davantage. « Lefebvre, le vieux flic, vous êtes plus rusé que je ne le pensais, belle maman. » Elle a glissé mon téléphone dans sa poche et m'a saisi par le bras avec une force surprenante. « Tout le monde vous attend, il est temps d'en finir avec cette comédie. » Tandis qu'elle m'entraînait vers l'escalier, une pensée s'est formée dans mon esprit, claire comme le cristal. J'étais seul. Seul face à Christine, face à Blanchard, face à cet homme barbu dont j'ignorais encore le nom. Seul avec le poids de la trahison de Marcel, le mystère de la disparition de Thomas et la menace de perdre tout ce que j'avais. Mais pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je sentais une résolution nouvelle naître en moi. Marcel m'avait peut-être trahi de son vivant, mais il avait aussi laissé des indices, des protections. Cette annexe A manquante, l'enveloppe cachée derrière le tableau, et mon fils, qui avait tenté de me prévenir malgré l'emprise de Christine. En descendant l'escalier du relais, chaque marche m'a semblé être un pas vers un combat dont je ne connaissais pas encore toutes les règles. Mais une chose était certaine. Je n'étais plus la vieille dame docile qu'ils croyaient pouvoir manipuler à leur guise. J'étais Élisabeth Dubois et je me battrais jusqu'au bout. Le petit salon du relais était plongé dans une semi-pénombre. Les lourds rideaux de velours bordeaux filtraient la lumière du jour, créant une atmosphère feutrée qui convenait parfaitement au complot qui s'y tramait. Maître Blanchard était assis derrière un bureau ancien, ses lunettes demi-lune reflétant la lueur tamisée d'une lampe en laiton. L'homme barbu se tenait debout près de la cheminée éteinte, massif et silencieux comme une statue de granit. Un troisième homme, que je n'avais jamais vu auparavant, était installé dans un fauteuil de cuir, un dossier ouvert sur les genoux. Christine m'a guidé, ou plutôt poussé, vers une chaise solitaire face au bureau. Une mise en scène parfaite. Moi, la vieille dame vulnérable, encerclée par cette assemblée d'inquisiteurs modernes. « Madame Dubois », a commencé Blanchard avec cette fausse courtoisie qui me donnait la nausée, « merci de vous joindre à nous. Nous avons préparé quelques documents qui nécessitent votre attention. » Il a poussé vers moi une liasse de papier surmontée d'un stylo plume doré qui luisait comme un serpent au soleil. « Qu'est-ce que c'est exactement ?» ai-je demandé, sans faire mine de prendre les documents. L'homme que je ne connaissais pas s'est penché en avant. « Permettez-moi de me présenter, madame. Docteur Valérie, gériatre. Je suis ici pour évaluer votre capacité cognitive. » Un médecin. Ils avaient même prévu un médecin pour attester de mon incapacité présumée. La machination était encore plus élaborée que je ne l'imaginais. « Ma capacité cognitive est parfaitement intacte, docteur, » ai-je répliqué sèchement. « Suffisamment pour reconnaître un complot quand j'en vois un. » Un silence gêné a suivi ma déclaration. Christine s'est raclé la gorge, jetant un regard d'avertissement à Blanchard. « Personne ne complote contre vous, belle maman, » a-t-elle dit avec cette douceur artificielle qui ne trompait plus personne. « Nous sommes inquiets, c'est tout. Vos oublis récents, votre confusion. » Quels oublis? Quelle confusion! J'ai senti la colère monter en moi comme une marée. Les seules choses que j'ai oubliées sont celles que Marcel a choisi de me cacher pendant 40 ans. Le médecin a noté quelque chose dans son carnet, comme si mon éclat de colère confirmait un diagnostic préétabli. Cela n'a fait qu'attiser ma fureur. « Écoutez-moi bien tous autant que vous êtes, » ai-je poursuivi, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. « Je ne signerai rien aujourd'hui, pas sans avoir consulté mon propre avocat. » Blanchard a échangé un regard avec l'homme barbu qui s'est légèrement déplacé, barrant subtilement la porte de sa massive silhouette. « Madame Dubois, » a repris Blanchard, abandonnant les préliminaires, « soyons francs.
Vous avez vu le testament de votre mari. Vous savez ce qu'il implique pour vous, pour votre maison. J'ai vu un document que vous prétendez être le testament de mon mari, ai-je corrigé, sans l'annexe A qui en conditionne l'exécution. Un éclair de surprise a traversé le visage de Christine. Elle ne s'attendait pas à ce que j'aie remarqué ce détail. Point pour moi. L'annexe A est une simple formalité administrative, a balayé Blanchard d'un geste de la main. Ce qui importe, c'est que si ce testament est rendu public, vous perdrez votre maison. Est-ce vraiment ce que vous voulez, à votre âge? Mon âge. Toujours mon âge. Comme si les années accumulées faisaient de moi une créature diminuée, incapable de lutter, de comprendre, de résister. Ce que je veux, ai-je articulé lentement, c'est parler à mon fils. Maintenant, Christine a croisé les bras. Son masque de bienveillance se fissurant pour révéler son agacement. Thomas est en déplacement professionnel. Vous le savez bien. En déplacement, j'ai laissé échapper un rire sans joie. Alors pourquoi m'a-t-il appelé hier, me suppliant de sortir de votre voiture? Pourquoi est-il soudainement injoignable? Le silence qui a suivi ma question était plus éloquent que n'importe quelle réponse. Quelque chose était arrivé à Thomas, quelque chose de grave. L'homme barbu s'est approché, se penchant vers Blanchard pour lui murmurer quelques mots à l'oreille. Le notaire a hoché la tête, puis s'est tourné vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Madame Dubois, je comprends vos inquiétudes. Vraiment. Mais le temps presse. Antoine Mercier, le fils de votre mari, a engagé ses propres avocats. S'il présente son exemplaire du testament au tribunal, avant que nous n'ayons réglé cette situation, vous perdrez tout. » Son exemplaire, j'ai senti mon cœur manquer un battement. Il a une copie du testament. Christine a soupiré théâtralement. Bien sûr qu'il en a une. Marcel lui a envoyé directement. Une semaine avant sa mort. Une semaine avant sa mort. La période où Marcel était déjà affaibli par la maladie, où la morphine embrumait son esprit. Avait-il vraiment été en état de prendre une telle décision? Je veux voir l'annexe A, ai-je insisté. Et je veux parler à Antoine Mercier. Christine a éclaté d'un rire glacial. Parler à Antoine? Pourquoi faire? Pour qu'il vous raconte comment Marcel passait tous les Noëls avec eux pendant que vous croyiez qu'il était en voyage d'affaires? Pour qu'il vous décrive les vacances d'été à Nice, les anniversaires, les moments que votre mari préférait passer avec sa vraie famille? Chaque mot était comme un coup de poignard dans mon cœur déjà meurtri. Je voyais bien ce qu'elle faisait, utiliser ma douleur, ma jalousie, ma colère pour me pousser à signer n'importe quoi, juste pour en finir avec cette torture. Mais au lieu de m'effondrer, j'ai puisé dans cette douleur une force nouvelle. J'ai redressé les épaules et fixé Christine droit dans les yeux. Oui, c'est exactement pour cela que je veux lui parler, pour entendre sa version de l'histoire, pas la vôtre. Le docteur Valéry a toussé discrètement. Je dois noter que Madame Dubois semble parfaitement lucide et déterminée. Ce n'était pas ce qu'ils attendaient de lui, de toute évidence. Blanchard lui a jeté un regard noir avant de se tourner à nouveau vers moi. « Très bien, nous allons faire venir Antoine Mercier, mais en attendant, pourriez-vous au moins examiner ces documents? Il s'agit simplement d'une procuration temporaire pour gérer vos affaires pendant cette période difficile. » J'ai pris les papiers, faisant mine de les lire attentivement. En réalité, mon esprit travaillait à toute vitesse. J'avais besoin de temps, besoin de réfléchir, besoin de comprendre ce qui était arrivé à Thomas et ce que contenait cette mystérieuse annexe A. « Avez-vous un stylo ?» ai-je demandé finalement. Le sourire triomphant de Christine m'a donné envie de la gifler. Blanchard m'a tendu son stylo-plume avec une solennité presque comique. J'ai pris le stylo, l'ai ouvert et ai signé. Pas la procuration, mais un coin de la page, en écrivant délibérément « Sous contrainte et menace, Elisabeth Dubois ». Puis j'ai repoussé les documents vers Blanchard. Je souhaite me retirer dans ma chambre maintenant. Cette conversation m'a épuisé. Avant qu'il ne puisse réagir, je me suis levé et me suis dirigé vers la porte, forçant l'homme barbu à s'écarter. Dans le couloir, j'ai entendu des éclats de voix derrière moi, mais personne n'a tenté de me retenir. Dans l'escalier menant à l'étage, une certitude s'est imposée à moi. Je n'avais plus beaucoup de temps. Quelle que soit la vérité sur ce testament, sur Antoine Mercier, sur la disparition de Thomas,
Je devais agir vite, et pour cela, j'avais besoin d'un allié. Cette histoire nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, quand tous les chemins semblent mener au désespoir, notre dignité reste la seule chose que personne ne peut nous prendre sans notre consentement. À 70 ans, j'ai dû faire face à la trahison de l'homme que j'avais aimé pendant 4 décennies et à la cupidité de celle qui aurait dû être ma famille. Et pourtant, c'est dans cette épreuve que j'ai redécouvert ma force intérieure. Que feriez-vous si toute votre vie se révélait être construite sur des mensonges? Signeriez-vous ces papiers pour préserver une paix illusoire ou risqueriez-vous de tout perdre pour défendre votre vérité? Parfois, les batailles les plus importantes sont celles que nous menons non pas pour ce que nous possédons, mais pour qui nous sommes. Et parfois, c'est seulement quand on nous prend tout que nous découvrons ce que personne ne pourra jamais nous enlever, notre courage. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits qui explorent les profondeurs de l'âme humaine. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, savent que les histoires les plus puissantes sont celles qui nous confrontent à nous-mêmes. À bientôt pour une nouvelle histoire qui fera battre votre cœur.